Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette session de lancement du baromètre de la finance à impact. Je suis très content d'être là aujourd'hui parmi vous. Moi, je m'appelle Lucas, je suis chargé des publications chez Convergence et j'ai donc eu le plaisir de superviser un petit peu les travaux qui ont donc été faits dans le cadre de ce baromètre auprès à la fois de nos contributeurs, mais également de nos membres de comité de pilotage, que je remercie vivement, ainsi que vous qui participez aujourd'hui à cette session. Donc je vais essayer d'être vraiment très bref pour cette introduction, puisque je crois qu'on va avoir pas mal de choses à dire avec nos autres intervenants. Donc très rapidement, en fait, pour remettre les choses dans leur contexte, qu'est-ce que c'est que le baromètre de la finance à impact? Alors, le baromètre de la finance à impact, c'est une publication qu'on propose tous les ans chez Convergence et qui se propose tout bêtement en fait, de présenter les chiffres clés et les tendances à la fois de l'investissement à impact et aussi de l'inclusion financière, à la fois en France, en Europe et dans le monde, et d'en donner un petit peu voilà, comme ça les principales tendances. Donc cette année, donc dans le cadre de son dossier principal, le comité de pilotage qui donc dresse un petit peu la ligne conductrice éditoriale de l'année a décidé de traiter donc la question de la résilience de la finance à impact face à ce qu'on a appelé, alors peut-être un petit peu de manière pompeuse, je ne sais pas, en tout cas les chocs exogènes. Par cette appellation, en fait, on désigne un peu tous les risques, tous les chocs qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, déstabiliser le secteur, que ce soit des chocs politiques, des conflits, évidemment les risques climatiques, etc. Donc c'est à la fois donc ça compose le dossier principal de cette année, ainsi que il fera l'objet du coup des discussions d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, donc, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette publication. Ça comprend à la fois les membres des comités de pilotage, ça comprend aussi les contributeurs et contributrices de ce baromètre, et enfin, ça comprend aussi tous nos partenaires sans qui, évidemment, cette publication ne pourrait pas voir le jour aujourd'hui. Voilà. Donc, je peux passer très rapidement à la présentation des intervenants et intervenantes de la journée. Je vais peut-être commencer comme ça dans l'ordre. Je vais remonter jusqu'à toi, ensuite Lucia. On va commencer du coup par toi, Raphaël. Donc, Raphaël Hara, tu es directeur général et cofondateur de XAPA. À côté de toi, nous avons Jérôme Coursier. Tu es senior advisor chez KPMG. Merci beaucoup de t'être déplacé, d'être venu. Ensuite, nous avons donc Pauline Becquet. Pauline, tu es la directrice générale de Finance for Tomorrow. Et nous avons ensuite Philippe Guichandu, qui est directeur du développement de la finance inclusive chez la Fondation Grameen Crédit Agricole. Et enfin, à côté de toi, nous avons Alain Lévy, qui est responsable inclusion financière en Amérique latine et en Asie, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je pense que les échanges vont être très intéressants. Et pour modérer et chapeauter tous ces échanges, nous avons aussi la chance de t'avoir toi, Lucia Spaggiari, tu seras donc la modératrice de cette session. Et toi, tu es la directrice de l'innovation chez MFR, donc Microfinance Ratings. Et tu seras donc la modératrice de cette session. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais te laisser la parole. Et du coup, pour introduire un petit peu les discussions là-dessus, j'avais peut-être une question pour peut-être amorcer un petit peu ces éléments-là, ce débat. C'est, étant donné qu'on parle d'inclusion financière par rapport à la plateforme dont tu vas aussi nous parler, à savoir Atlas, dans quelle mesure est-ce que ce secteur donc de l'inclusion financière a-t-il résisté à la récente crise sur la base du coup des données dont tu vas peut-être nous parler de la plateforme Atlas?
Voilà, c'est la question que je te pose. Merci beaucoup encore une fois pour l'organisation de cette session. Je vous souhaite de très bons échanges et à vous une très bonne audition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Lucia Spaggiari chez l'agence de notation MFR. Et petite ambiance. Voilà. Et on est prêt pour commencer. Alors, ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui avec mes collègues dans le panel, c'est les tendances clés dans le secteur de l'inclusion financière qu'on a pu voir dans une plateforme de données qu'on gère chez MFR qui s'appelle Atlas. Et en faisant ça, je vais me focaliser sur l'aspect de performance financière et gestion des risques, puisque mes collègues Alain et Philippe vont plutôt vous parler tout à l'heure de la performance sociale et de la gestion des risques de changement climatique. Les données que je vais vous montrer sont des samples moyennes. Évidemment, il y a des histoires individuelles très importantes et très différentes les unes les autres derrière les moyennes. Mais je vais faire mon mieux pour vous raconter dans 9 minutes les tendances clés qu'on a pu observer dans les 2-3 dernières années. Spécifiquement, secteur inclusion financière. On va voir la finance à impact dans un sens plus large dans la suite du panel. Donc, je commence par une bonne nouvelle. À partir de 2021, le secteur de l'inclusion financière en moyenne a repris à croître. Donc, première bonne nouvelle. Si le risque de crédit a été affecté par la crise Covid-19, spécialement en 2020, comme vous pouvez voir dans la montée du ratio de portefeuille à risque plus de 30 jours. Donc, tout le portefeuille dont les clients sont en retard pendant plus de 30 jours, ce ratio a bien augmenté en 2020. Cependant, on voit une amélioration dans la qualité des portefeuilles en moyenne à partir de 2021, avec en même temps la baisse de ce ratio d'impayés, portefeuille à risque plus de 30 jours, mais aussi la baisse d'un autre ratio qui est le ratio de portefeuille restructuré. Donc tous les crédits où les institutions financières ont fait l'effort ou ont été obligés de éteindre la maturité ou bien réduire les échéances pour rendre les prêts plus abordables par les clients. Ce qui est important de remarquer dans ce ratio des portefeuilles restructurés sont deux choses. Tout d'abord, on n'a jamais restructuré autant comme en 2020, tant dans la finance mainstream, mais aussi dans la microfinance. Et ce n'est pas facile de restructurer. Donc, première nouvelle, la capacité, ce qui va être très important même pour les crises futures et pour faire face avec résilience à des chocs exogènes futurs. La capacité des institutions à gérer des événements exceptionnels avec des mesures également exceptionnelles. Mais deuxièmement, pas seulement la capacité à restructurer, ça c'est relativement facile, mais de réabsorber le portefeuille restructuré dans des temps relativement rapides. Nous voyons déjà en 2021 la baisse de ces portefeuilles restructurés qui en moyenne étaient préoccupants et qui en revanche ont su être réabsorbés relativement rapidement. Donc, première, deux bonnes nouvelles. On a recommencé à croître et on a mieux géré les risques de crédit à partir de 2021. Avec une meilleure croissance et une meilleure qualité du portefeuille, on a pu récupérer le rendement de portefeuille, même si pas au niveau de pré-crise, ce qui est très important pour la viabilité des institutions de microfinance. Qu'est-ce que c'est le rendement de portefeuille? C'est tout simplement le ratio de mes revenus financiers sur mon portefeuille. Donc c'est la capacité de mon portefeuille à générer des revenus avec lesquels je dois couvrir tous mes coûts d'institutions financières. Ce ratio est primordial, spécialement en microfinance, plus que dans la finance mainstream, parce qu'on a des taux élevés en général en microfinance. Donc c'est un ratio qui est important pour couvrir les coûts. Une institution aux Philippines partageait avec nous en 2020 que de leur point de vue,
le coût opportunité de ne pas pouvoir décaisser des crédits autant qu'il l'avait fait dans le passé en 2020. Donc ce coût opportunité de rendement de portefeuille manqué était 4 fois plus élevé par rapport au coût du risque de crédit, des provisions. Donc c'est une mesure très importante pour la viabilité des institutions financières. Or, ce ratio, heureusement, s'améliore entre 2021 et 2022 dans la plupart des régions. La rentabilité des institutions financières s'améliore légèrement à partir de 2021, même si on n'est pas encore au niveau pré-crise. Toutefois, le fait que pendant les 2 dernières années, les institutions financières qui font la finance inclusive n'ont pas pu dégager des bénéfices aussi élevés que dans le passé, commence à se manifester dans son effet négatif sur la capitalisation des institutions de microfinance. Donc on commence à voir en 2021 un effet de décroissance du ratio de solvabilité qui est les fonds propres sur le total de l'actif. Donc quel est le coussin, l'espace d'absorption des chocs que j'ai à côté de mes dettes? Cet espace de marge s'est réduit à partir de 2021, ce qui pose un problème plus élevé à terme de solvabilité en moyenne. Or, tout cela, ce sont des moyennes. Les moyennes ont des avantages à niveau de synthèse, mais derrière les moyennes, il y a des histoires individuelles d'institutions financières qui ont pu avoir des trajectoires très différentes les unes des autres. Et évidemment, derrière tout ça, il y a un portefeuille de crédit, il y a des clients finaux, il y a des ménages, il y a des populations vulnérables. Donc, il y a des histoires très importantes. Une chose que je voudrais vous partager, c'est qu'il y a un segment spécifiquement derrière ces moyennes de 10, 15, 20% d'institutions financières qui sont particulièrement à risque parce qu'elles ont un risque de crédit élevé et un risque de solvabilité élevé. Donc, elles peuvent s'attendre à avoir des problèmes et elles manquent de moyens pour faire face aux problèmes au futur. Ces institutions sont particulièrement nombreuses en Afrique subsaharienne, malheureusement, et parmi le segment des institutions de petite taille. Donc, d'où l'importance de rester vigilant avec la gestion des risques à tous les niveaux et de cibler avec le peu de capital patient qui est disponible les institutions qui à la fois le méritent parce qu'elles ont une portée vraiment auprès des plus vulnérables, les plus exclus, et en même temps qu'elles ont une capacité à rebondir. Je m'arrête là, vous trouvez plus dans la publication du baromètre et je reste disponible. Maintenant, restons dans le secteur de l'inclusion financière avec mes collègues du secteur Alain et Philippe. Vous avez le point de vue privilégié de travailler à contact avec vos clients, donc les institutions de microfinance dans les pays émergents tous les jours. Et les institutions qui sont vos clients, elles travaillent tous les jours avec des populations vulnérables dans les pays émergents. Quelle est votre perspective sur leur performance financière et sur la manière dont elles gèrent le changement climatique ? Alors, bonjour tout le monde, merci beaucoup à Convergence pour l'invitation. Alors, concernant les institutions de microfinance et les performances qu'on a vues, alors, le tableau que tu as dressé, Lucia, est complètement, on cale complètement, nous, dans les institutions que l'on finance dans les pays émergents, sur ce tableau-là, donc sur une montée des risques, sur des prêts qui ont été énormément rééchelonnés et sur une baisse de la profitabilité qui a été importante. D'ailleurs, la plupart des institutions ont pris leurs pertes majoritairement en 2021, donc on a des institutions qui sont beaucoup moins rentables avant. Donc ça, c'est les aspects purement financiers. Sachant qu'il y a quand même eu quelque chose qui a été très bien, je trouve, c'est que donc on a eu des rééchelonnements, mais on n'a pas eu de problème, en
tout cas dans toutes les institutions qu'on suit, et même dans les institutions que je dirais qu'on ne suit pas, j'ai pas entendu ça sur le marché, de recouvrement de créances avec des méthodes pas très respectueuses. Ça, on avait pu en entendre parler il y a 10 ans, il y a 15 ans. Maintenant, entre-temps, il y a eu une grande prise de conscience de toutes ces... de tout ce qui est des moyens de protection des clients dans la microfinance. C'est quelque chose qui s'est amplifié, surtout dans la microfinance, puisqu'il y a cet aspect de cette dimension sociale qui est importante et qui prime. Et donc là, il n'y a pas eu de hard recouvrement, de hard collection. Tout s'est bien passé. Et justement, la plupart des IMF qui ne faisaient pas avant de rééchelonnement s'y sont mis pour pouvoir justement aider leurs clients. Donc ça, c'est un point qui est très positif, je trouve. Concernant la partie après sociale des institutions de microfinance, donc la performance qu'on a pu voir, alors chez BNP Paribas, on a récemment réalisé un premier rapport de performance sociale. Alors ça fait 30 ans qu'on est engagé dans la microfinance, mais on s'était dit qu'on voulait formaliser un peu plus cette performance qu'on décrivait au fil des années, mais de manière plus scientifique en faisant une méthodologie. Et donc on s'est appuyé sur une doctorante et aussi on s'est appuyé sur la méthodologie MESIS et on a fait des entretiens pour pouvoir sélectionner quelques indicateurs, 6 au total, qui étaient communs à toutes les institutions de microfinance et pour pouvoir voir à peu près ce que ça donnait pendant cette année 2021, qui est une année charnière où on commençait, enfin il y avait encore un peu la crise du Covid et on commençait un petit peu à en sortir. Ce qu'on a pu voir, c'est que alors, les IMF que nous soutenons, on en a sélectionné 18, qui ont un portefeuille à peu près de 8,1 millions de micro-emprunteurs. Alors, elle continue à servir des clients vulnérables. Beaucoup sont en Asie et donc 97% de leurs clients sont des femmes. Et un grand nombre aussi se focalise sur le milieu rural, donc les milieux qui sont exclus de la bancarisation, sur lesquels il est très difficile de pouvoir avoir un prêt et donc de pouvoir mener une initiative. Et donc là, on en a 79% des clients qui sont dans ce milieu rural. Et ce qui est aussi important, et là on touche presque à l'impact, c'est que là on a pu voir que sur ces 8,1 millions de micro-emprunteurs, enfin ces 8,1 millions de micro-emprunteurs ont permis de préserver ou de créer 1,3 million d'emplois sur l'année 2021. 1,3. Donc là, ça montre clairement quand même une certaine résilience de la finance à impact justement avec ces chocs exogènes. Concernant ensuite, une des autres forces de la microfinance et qu'on voit dans la partie sociale, c'est tout ce qui est son accompagnement. C'est quelque chose qu'on peut moins voir dans la finance classique. Et là, il y a eu 37 millions d'heures d'accompagnement dans les IMF qu'on suit sur l'année 2021. Donc si vous ramenez ça aux 8 millions de micro-emprunteurs, ça fait à peu près 4h30 de... Oui, je sais, c'est surprenant. Ça fait 4h30 de support par micro-emprunteur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intensif. Surtout que ces programmes d'accompagnement, on a là-dessus comment créer son business plan. On a aussi tout ce qui est les mesures préventives contre le surendettement, l'éducation financière. Et on a aussi pendant l'année 2021, d'une éducation par rapport à la santé, les gestes préventifs par rapport au Covid et tout ça. Ensuite, ce qu'on a pu voir plus de manière qualitative, c'est que la plupart des institutions de microfinance ont eu des initiatives. Donc ça, on ne va pas agréger ça, mais on a vu par exemple qu'au Vietnam, on avait des institutions qui a distribué 2600 bourses à des élèves pendant cette période-là, qui ont distribué des produits de première nécessité. Donc là, je parle de CEP. 24 000 clients ont bénéficié de produits de première nécessité tels que du riz ou autres matières de données alimentaires importantes. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'on a au niveau de l'impact, on a un impact qui est... alors là, je vous parle de performance sociale. Il est très difficile actuellement de pouvoir consolider l'impact dans les différentes institutions de microfinance parce que l'impact est quelque chose qui est très exigeant en termes de méthodologie, qui demande beaucoup de ressources. Et donc, c'est plus pour l'instant, on regarde ce que font certaines institutions avant qu'elles sautent tous le pas pour pouvoir développer cette mesure de l'impact. Mais là, on a chez Microstart, qui est donc l'institution phare de microfinance en Belgique. Combien de temps il me reste ? 1 minute, ok. Ah. Tu es OK
Ah. Ok. Dans l'institution de MicroStart en Belgique, on a vu que 70% des micro-emprunteurs qui sont financés par cette institution sont toujours en activité 2 ans après. Ce qui est quand même assez colossal, puisque vous imaginez que la plupart de ces micro-emprunteurs ont des startups, des activités qu'ils démarrent, et donc 2 ans après, ils sont encore en vie. C'est largement supérieur au taux justement des startups qui, elles, pour plus de la moitié, au bout de 2 ans, ne sont plus en vie. On a pu voir aussi, là encore, c'est plus de l'impact, c'est que il y a eu à peu près 1,6 emplois créés par entrepreneur, créés ou préservés. Donc là, on est vraiment dans l'impact. Et après, je voudrais peut-être aborder un petit peu le sujet environnemental, sans trop le déflorer, puisque ça va être mon collègue Philippe qui va en parler. Mais quand on parle de la dimension sociale, on ne peut pas faire l'impasse sur les problèmes climatiques, on ne peut pas faire l'impasse sur la protection de la biodiversité qui peuvent amplifier l'exclusion. Et ça va être une donnée majeure dans les années à venir. À ce titre, BNP Paribas et le GEF, qui est une émanation de la Banque mondiale, on a participé à la création du Just Institute. Alors, le Just Institute, ça va être c'est un institut, un non-profit, donc type associatif, qui va promouvoir la biodiversité inclusive et qui va permettre aussi le développement de la finance pour la résilience climatique. Et il va y avoir des projets concrets qui vont être mis en place dès l'année prochaine avec des SLL. Donc vous savez, c'est des prêts qui sont indexés sur des indicateurs climatiques qui permettent justement de pousser les institutions pour faire mieux sur la protection de la biodiversité et pour la résilience au changement climatique. Et aussi avec des certifications concernant toujours les performances de ces institutions-là sur tout ce qui est climatique et biodiversité. Et donc on va faire ça principalement en Afrique et en Amérique latine. Voilà. Merci beaucoup Alain, très intéressant. Voilà mon minuteur. On est très professionnel comme panel. Ah oui, il y a du niveau. Philippe, s'il te plaît, par rapport à la manière dont les institutions de microfinance gèrent le risque du changement climatique, qu'est-ce que tu vois ? Alors, moi, je travaille pour la Fondation Grameen Crédit Agricole. On investit dans un peu plus de 80 institutions de microfinance ou entreprises à impact, essentiellement en Afrique, en Asie, en Europe centrale. Et on a conduit, l'année dernière, une étude pour essayer de comprendre justement quelle était la perception de nos partenaires vis-à-vis des risques climatiques auxquels ils étaient confrontés, vis-à-vis des risques de leurs clients, et quelles étaient les réponses qu'ils essayaient d'apporter ou pas sur ces questions-là. Donc on a fait une enquête, on a fait une enquête auprès de 44 institutions de microfinance, 4 entreprises à impact, et puis on a interviewé 7 de nos partenaires de manière plus précise. Et on a un article qui est sorti, qui est disponible sur notre site. En fait, ce dont on se rend compte, d'abord, c'est qu'il y a déjà une vraie conscience de la part de nos partenaires que les impacts environnementaux et climatiques sont bien présents dans leur activité et qu'il y a donc nécessité quelque part de réagir. Alors, on a essayé de comprendre quels étaient les impacts qui étaient les plus ressentis, et clairement l'impact météorologique, à savoir les sécheresses et les inondations, est clairement celui qui affecte le plus aujourd'hui les institutions de microfinance à travers leurs clients qui sont bien évidemment impactés et qui voient les difficultés. Alors nous, c'est vrai que la Fondation Grameen Crédit Agricole, on va beaucoup travailler avec des institutions qui sont en milieu rural et donc qui essaient d'accompagner aussi le monde rural et qui restent certainement aujourd'hui une des zones malheureusement qui est le plus impactée. Et là, on se rend compte que donc l'impact météorologique, c'est 65% de nos partenaires qui soulignent cette dimension-là, et notamment en Afrique. Alors, nous, on n'a pas de recul sur l'Amérique latine. On n'est pas du tout présent. BNP Paribas, vous êtes présent en Amérique latine, ce n'est pas notre cas. Donc, les données qu'on a sont essentiellement, comme je vous l'ai expliqué, sur l'Afrique et sur l'Asie, l'Asie centrale, un peu l'Europe. Et donc, on se rend compte qu'il y a cet impact qui est vraiment perçu de manière très, très forte par les institutions, et mais il n'y a pas que l'impact météorologique.
On s'est rendu compte, par exemple, que nos partenaires indiens et, par exemple, aussi en Bosnie, évoquent les enjeux liés à la pollution de l'air, qui a évidemment des répercussions. Je pense qu'on a tous les images de Delhi dans un brouillard pas possible. Donc ça, c'est un vrai impact. Mais on a aussi nos partenaires, par exemple, au Sénégal et au Bangladesh, qui parlent des enjeux de la salinisation des terres à cause de l'augmentation des eaux, la montée des eaux. Donc on voit bien que là qu'il y a une diversité d'impacts et que si on veut essayer d'apporter des réponses, il va falloir essayer d'avoir des réponses, adaptées aux régions et deux, au type d'impact climatique auquel les institutions vont être confrontées. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a 88% de nos partenaires qui nous disent oui, on est concerné, oui, c'est un enjeu et il faut être en capacité d'y répondre. Le problème, ce dont on se rend compte, c'est que malheureusement à ce stade, aujourd'hui, eh bien pas tous se sont engagés pour essayer de trouver des solutions. Et on a plus de 20-25% qui, pour l'instant, ne font rien. Ils disent oui, on est impacté, mais pour autant on ne fait rien. Et ce dont on se rend compte, ce qui n'est pas non plus, c'est pas très très surprenant, c'est que qu'est-ce qui va faire que les institutions vont s'engager pour essayer de faire des choses pour répondre à ces problèmes-là. Il y en a deux. Il y a la gouvernance. On se rend compte qu'il faut absolument que la gouvernance soit sensibilisée à ces questions-là et soit persuadée que c'est quelque chose qu'il faut prendre à cœur, que ce n'est pas un sujet annexe, mais qu'effectivement, parce qu'on l'a vu, ça aura un impact sur le portefeuille à risque, sur la difficulté des clients à rembourser, etc. Donc on se rend compte que la gouvernance, elle est essentielle et que donc la sensibilisation de la gouvernance sur ces questions-là est primordiale. Et ça va passer en partie par deux types d'acteurs que sont d'abord les clients. C'est-à-dire que c'est aussi les clients qui doivent eux-mêmes faire comprendre que voilà, on a ce type de problème-là. Comment est-ce que vous pouvez nous aider? Comment est-ce que vous pouvez nous aider à trouver d'autres solutions? Donc ça, c'est la première partie. Et les clients ont un vrai rôle à jouer. À peu près 40% sont concernés. Et puis après, le deuxième, c'est celui des investisseurs comme nous, qui ont une vraie responsabilité d'essayer de faire en sorte qu'on puisse arriver à faire des propositions, à les accompagner. Parce que quand on leur demande qu'est-ce qui vous manque pour faire plus, il y a deux phénomènes. Il y a un, ils nous répondent en disant 78%, eh bien, c'est des moyens financiers, mais des moyens financiers adaptés. Et là, je vais revenir sur les SLL dont tu parlais. Et puis, un manque d'expertise. On ne sait pas. On ne sait pas faire, on n'a pas les compétences en interne, on n'a pas les ressources humaines qui auront la capacité de nous expliquer comment améliorer, faire face aux enjeux d'une agriculture durable. Et donc, il faut de l'expertise, et de l'expertise qui soit aussi interne et qui ne soit pas que des missions de consultants qui vont se faire à l'extérieur. Donc on voit qu'il y a cette volonté-là, on voit qu'il y a des difficultés. Alors on a plusieurs exemples de partenaires. Lorsqu'on voit qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, ceux qui ont déjà travaillé là-dessus, ils font d'abord de la formation, tu l'as souligné, auprès de leurs clients, pour les sensibiliser aussi, et une démarche pédagogique importante. Ils vont essayer aussi de mettre en lien, faire des listes d'exclusion, et de dire voilà, on ne va pas financer tel type d'agriculture qui va utiliser plus de pesticides, qui va pas être adapté et qui va pas essayer d'apporter une réponse au changement climatique. Mais là, c'est plus compliqué. On se rend compte que ces listes d'exclusion, elles sont complexes parce que c'est aussi le risque de se dire on va perdre certains clients. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les clients pour qu'ils puissent changer leur méthode, pour qu'ils puissent adapter et transformer les modes sur lesquels ils travaillent. Et puis, il y a on s'est rendu compte que l'épargne, la capacité de collecter l'épargne était importante comme étant un outil pour mitiguer le risque en cas de problème. Parce que si vous avez suffisamment d'épargne, vous allez pouvoir répondre à une situation. Et là, malheureusement, on sait que toutes les institutions de microfinance n'ont pas légalement, parfois selon les pays, il y a des réglementations très particulières pour les institutions qui auraient la capacité de collecter l'épargne. Donc là, on a l'épargne qui peut être un outil important, et puis la microassurance agricole. Évidemment, la microassurance agricole peut être un outil utile pour aider les paysans à être confrontés au changement climatique.
Ce qu'on sait, je ne vais pas rentrer dans le débat de la micro-assurance agricole parce que c'est un vaste sujet. On a beaucoup travaillé à la Fondation sur ces questions-là et on s'est rendu compte que c'est quand même très complexe. Alors, face à ça, et dans les 30 secondes qui me restent d'après mon chrono, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, la position, c'est nous en tant qu'investisseurs. Et c'est vrai que c'est là où, on est, nous, de plus en plus sensibles à ces questions-là. C'est quelque chose qu'on inscrit concrètement dans notre prochain plan stratégique Ambition 2025, qui est de vraiment en faire le cœur de nos interventions. Et on a commencé à travailler avec ce qui était mentionné par Alain, la mise en place de les SLL, c'est-à-dire les Sustainability Linked Loans, c'est-à-dire des prêts qui sont liés à une performance environnementale. On fait un premier essai là aujourd'hui en Inde avec un partenaire. On a défini 3 indicateurs qu'on va suivre et en fonction de l'atteinte ou pas de ces objectifs, on va offrir un prêt réduit en termes de montant. Donc ça, c'est un engagement sur lequel on est en train de travailler. Et puis, l'idée, c'est aussi de renforcer tout ce qui est mission d'assistance technique. Parce que le financement n'est pas suffisant. La Fondation gère aujourd'hui 7 programmes d'assistance technique. On a géré plus de 300 missions d'assistance technique. Et aujourd'hui, on veut que notre assistance technique se focalise aussi sur ces questions-là. Aider les institutions à mettre en place une stratégie environnementale et pour la biodiversité, aider les institutions à former leur personnel, aider les institutions à développer de nouveaux produits sur la microassurance, par exemple agricole, ou aider les institutions à travailler sur toutes ces questions-là. Et puis, et pour terminer, l'importance aussi, c'est donc de rejoindre l'initiative qui avait été menée avec la BNP Paribas, avec la création du Just Institute, l'idée qui est appuyée donc par le GEF, mais aussi l'IFAD. Et l'idée, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est créer une initiative qui regroupera l'ensemble des acteurs du secteur. Et là, on ne parle pas que du secteur privé, mais on parle aussi du secteur public, pour faire en sorte qu'on ait une réflexion commune sur quels sont les types d'outils qu'on peut apporter, quels sont les critères qu'il va falloir faire, par exemple, pour mettre en place ces fameux SLL, quels sont les indicateurs qu'on va suivre. Ces indicateurs-là, il va bien falloir les adapter à chaque contexte et à chaque situation. Et donc, il y a toute une réflexion du secteur à mener pour qu'on puisse ensemble accompagner nos partenaires et indirectement les clients à faire face aux chocs auxquels, malheureusement, ils seront tous, comme nous, mais eux, de manière certainement plus sévère, confrontés dans les années à venir. Merci beaucoup Philippe et Alain pour ce focus sur l'industrie de la finance inclusive. Maintenant, je voudrais vous poser une question à partir de votre perspective large sur qu'est-ce que les acteurs de la finance à impact peuvent faire pour rendre cette finance à impact plus efficace et plus résiliente. Pauline, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais commencer par dire, parce que c'est vrai qu'on a fait un focus sur la finance inclusive, mais la finance à impact, c'est pas que la finance inclusive. C'est beaucoup plus large. Je vais vous donner une définition tout à l'heure, mais si on prend cette finance à impact dans son acception plus large, finalement, en fait, la question, il faut la retourner. Il ne faut pas se poser la question de comment la finance à impact résiste à ces chocs exogènes, mais de dire que la finance à impact, c'est justement la réponse à ces chocs exogènes. Et c'est d'ailleurs un peu ce que vous avez commencé à expliquer. Donc moi, je suis directrice générale de Finance for Tomorrow. Et Finance for Tomorrow, c'est une initiative de la place de Paris qui rassemble tout type d'acteurs, des acteurs financiers, mais aussi des ONG, des think tanks, des entreprises, etc. Et à la demande de la ministre Olivia Grégoire l'année dernière, nous avons lancé un groupe de place sur la finance à impact. L'objectif étant de développer cette finance à impact, justement. Et donc on a commencé, donc le groupe de place, il rassemble plus d'une centaine d'institutions, plus de 400 participants dans différents groupes de travail, etc. Donc il y a une vraie mobilisation de tous les acteurs. Et on a commencé par poser une définition commune de ce qu'est la finance à impact. Et donc cette finance à impact, on a dit que c'était une stratégie d'investissement ou de financement qui visait à accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle en apportant une preuve de ses effets bénéfiques.
Donc la finance à impact, elle respecte les piliers de la démarche qui sont l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure de l'impact. Et dans la définition, on précise bien qu'il y a une recherche conjointe dans la durée d'une performance écologique et sociale et d'une rentabilité financière. Et ça, c'est important parce que, justement, dans un contexte où l'accès au financement est sans doute plus compliqué qu'avant, on ne peut pas considérer qu'on va réussir à transformer l'économie réelle si on s'assoit systématiquement sur la rentabilité financière. Donc bien sûr, cette rentabilité financière, elle doit être compatible avec l'objectif environnemental et social qu'on s'est fixé ex ante. Donc il faut peut-être la revoir à la baisse par rapport l'objectif de rentabilité par rapport à l'objectif de performance qu'on s'est fixé. Mais en tout cas, dans la finance à impact, on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas aussi cet objectif de rentabilité financière, même si, encore une fois, la priorité, elle doit être donnée aux résultats et à la performance extra-financière. La finance à impact, elle doit aussi s'inscrire dans un cadre de référence global qui est celui des objectifs du développement durable et des objectifs climatiques et bientôt en termes de biodiversité, puisque, comme je disais tout à l'heure, il s'agit de contribuer à la transformation de l'économie réelle pour atteindre ces objectifs. Donc il faut que ces objectifs environnementaux et sociaux, ils préexistent en fait à la décision d'investissement ou de financement. Ils ne peuvent pas être évalués ex post si, en amont de cette décision, il n'y a pas eu un affichage de l'objectif recherché, mais aussi le développement d'une stratégie d'investissement cohérente avec la recherche de cet objectif. Et donc finalement, dans la finance à impact, on dépasse ce qu'on appelait avant investissement responsable, entre guillemets, dans le sens où l'investissement responsable était très axé sur le best in class, c'est-à-dire on va investir dans les entreprises les meilleures par rapport à leurs pairs. Là, on est vraiment dans un objectif de transformation de l'économie réelle, et c'est en ce sens que je dis que la finance à impact va être une réponse au choc exogène, parce que justement, on va chercher à lutter contre le changement climatique ou à satisfaire les objectifs de biodiversité, etc. Et donc, la question de la chaîne de valeur, elle est cruciale, puisque finalement, c'est aussi un couple financeur-financé qui doit atteindre cet objectif d'impact pour être transformatif. Et donc, la question de l'intentionnalité et de l'additionnalité, elle doit s'évaluer à la fois au niveau du financeur ou de l'investisseur, mais aussi au niveau de l'entreprise financée. Et donc, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez raconté sur l'accompagnement. Parce que c'est vraiment la question, c'est comment justement, ça veut dire qu'on transforme aussi la manière de faire de la finance classique si on veut faire de la finance à impact, parce qu'il y a un accompagnement des entreprises ou des bénéficiaires qui est beaucoup plus important. C'est vraiment un couple qui doit travailler main dans la main. Et donc là, dans cette deuxième phase des travaux chez Finance for Tomorrow, on a notamment un groupe de travail qui implique les entreprises, où ils se lancent tout juste, donc j'ai pas encore de résultats à vous montrer, mais on va justement travailler sur cette question des indicateurs et de comment on évalue l'impact et l'additionnalité et l'intentionnalité à la fois au niveau du financeur, de l'investisseur, mais aussi de l'entreprise. Et la question de la mesure d'impact, elle est cruciale parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va permettre de démontrer dans un contexte difficile, justement avec tous ces chocs, la question de l'impact, elle va vraiment devenir cruciale et un facteur indispensable dans toute décision d'investissement. On ne sera plus uniquement sur le couple rendement-risque, mais aussi sur finalement quel est l'impact recherché. J'ai fait plus court que 8 minutes, je crois. Merci beaucoup, Pauline. Et c'est là où je m'inscris en faux avec la conclusion de Pauline. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'était prévu comme ça dès le début. On avait dit qu'on allait avoir du contradictoire, puisque la conclusion de Pauline, c'était de dire qu'il fallait... Ah, elle n'est pas écrite, mais je m'en souviens qu'il fallait, en plus du rendement et du risque, de la performance sociale et environnementale. Et je pense qu'en disant ça, on fait un petit peu fausse route, parce que la finance, d'une manière classique, c'est effectivement du rendement et du risque, et la performance environnementale et sociale, ou la prise en compte des facteurs plutôt environnementaux et sociaux, c'est une façon de réduire le risque. Donc il n'y a pas une troisième jambe, il n'y a pas le rendement, le risque et l'environnement et le social. L'environnement et le social viennent
réduire le risque. Et c'est pour ça que aussi dans la définition de tout à l'heure, qui consiste à dire il faut une performance financière d'un côté et aussi une performance, etc., on parle 2 fois de performance et on ne parle pas de risque. Or aujourd'hui, et c'est bien le titre de notre conférence d'aujourd'hui, on est là pour parler des chocs exogènes. On est là pour parler des risques. Je ne vais pas vous refaire tout le panorama de l'été 2022 avec les inondations, les sécheresses, les incendies, les coups de vent et ainsi de suite. Mais on a bien senti dans l'été 2022 qu'on était en train de toucher du doigt fortement le risque physique, que tout à l'heure on a qualifié de risque météorologique, mais moi je dirais quand même que c'est un risque physique. Et peut-être il y a quelque chose qui vous a échappé sur cet été-là, mais Rabobank, la grande banque agricole néerlandaise, a passé des provisions sur son portefeuille agricole. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a fait dans le cadre de l'IFRS 9? Je ne rentrerai pas dans la technique comptable, même si je représente KPMG. Elle le fait parce qu'ils sont passés sur cette IFRS 9 de catégorie 1 en catégorie 2, dans la mesure où le gouvernement néerlandais a sorti une stratégie nationale sur les risques climat et qu'ils ont clairement identifié que l'agriculture et les vaches laitières notamment constituaient un risque. Donc si ça constitue un risque pour les Pays-Bas, mécaniquement, le portefeuille de Rabobank est un risque, donc ils sont obligés de le déclassifier, donc ils sont obligés de passer des provisions. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le risque de transition. Donc on a touché cet été, on a eu un fort impact, pour utiliser le mot à la mode, sur le risque physique. On a eu un gros impact sur le risque de transition, et puis je passerai sur les risques juridiques, les risques de responsabilité, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de procès qui ont lieu actuellement contre les gouvernements et les institutions financières. Donc voilà, pour ne pas épuiser mon crédit en temps, je n'ai pas de minuteur, je vais m'arrêter là pour dire que c'est bien cette notion de rendement et de risque qui reste à la clé, et que les performances sociales et environnementales, enfin les aspects socio-environnementaux viennent réduire le risque, et c'est bien pour ça qu'on est là pour parler des chocs exogènes. Alors, mais je suis d'accord avec toi, Jérôme. Je n'ai pas parlé de troisième jambe. Je dis juste que dans la finance à impact, justement, on va au-delà de la gestion des risques en cherchant à apporter aussi des solutions. Et c'est là où ça dépasse un peu l'analyse ESG classique, c'est que on n'est pas uniquement dans la gestion de risques dans la finance à impact. On va demander à Raphaël de nous départager. Moi, je serais juste, excusez-moi, je me permets, je ne suis pas forcément d'accord avec cette vision, puisque quand on voit ce qu'on fait justement dans l'entrepreneuriat social actuellement, chez BNP Paribas, on a pas mal d'entreprises sociales, le rendement n'est plus l'objectif des entrepreneurs sociaux, le rendement, c'est l'impact social, l'impact environnemental qu'ils vont générer. Et là, on inverse complètement, puisque le profit, le rendement va juste devenir un moyen pour eux de résoudre et de générer cet impact. Et donc là, on est complètement dans un autre couple quand on est dans l'entrepreneuriat social. Mais Lucia a présenté quand même des tableaux pour montrer que, je ne sais plus trop quoi, c'est le tableau qui est là, le retour dans la microfinance est très important à cause des coûts fixes. Donc il faut bien du rendement dans la microfinance pour amortir les coûts fixes. Donc, voilà, ce qu'on dit dans le secteur, c'est que c'est un moyen pour atteindre le fin ultime qui est l'impact, effectivement. Mais c'est justement la différence de la nature d'une industrie à impact par rapport à une autre industrie qui n'est pas obligée d'être triple bottom line. S'il te plaît, Raphaël. Je n'osais interrompre le débat. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Raphaël Hara. Je travaille chez Xapa. On est une entreprise à mission et principalement, on travaille sur 2 activités. Du conseil aux grandes entreprises, aux institutions de développement, aux institutions financières et aux investisseurs d'un côté. Et puis de l'autre, on développe des solutions, des programmes pour embarquer le premier échelon, les petits paysans des chaînes d'approvisionnement agricole, dans des changements de pratiques, en s'appuyant sur des leviers d'assistance technique, de solutions digitales qu'on a développées, low-tech, comme on dit, et également en s'appuyant sur la finance à impact, qu'il s'agisse de finance carbone ou demain, j'espère, de microfinance. Donc on a quelques exemples qui ont commencé en Indonésie et au Sri Lanka. Et puis voilà, donc c'était juste pour me présenter. Pour répondre au débat, c'est vrai que, en tout cas dans notre conception, mais j'ai l'impression qu'il est relativement partagé, on distingue quand même la gestion des risques environnementaux et sociaux d'un côté
et l'impact positif de l'autre. Et même dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'il y a un concept qui est en train d'émerger et qui réunit un peu les deux, celui d'économie ou d'investissement régénératif, et qui vise à avoir à la fois un impact multidimensionnel autant que possible pour régénérer, reconstituer le tissu social et les conditions environnementales, mais également dans une certaine mesure, dans une intention relativement holistique de gérer mieux les risques environnementaux et sociaux. Et c'est à mon avis une partie de la réponse de lier l'un et l'autre. Parce que dans une certaine mesure, c'est pas parce qu'on cherche d'avoir un impact positif qu'on est forcément bon dans la gestion des risques environnementaux et sociaux. On pourrait être un développeur d'énergie renouvelable et pourtant avoir des politiques d'engagement des parties prenantes défaillantes qui font qu'on installe des éoliennes sur des terres des populations autochtones dans tel ou tel pays. Donc il n'y a pas... c'est pas parce qu'on est à impact que la focalisation vers l'impact permet de bien gérer les risques environnementaux et sociaux. Après, peut-être aussi pour répondre à la question initiale de comment est-ce qu'on peut imaginer que la finance à impact peut se transformer ou s'améliorer pour être mieux préparé à des chocs exogènes. On a évoqué le changement climatique, mais on a la guerre en Ukraine ou dans une certaine mesure le big quit qui est aussi un risque social pour les entreprises qui sont dedans. Eh bien, du coup, je pense qu'il faut essayer de travailler à tous les échelons. Premièrement, renforcer la résilience des bénéficiaires. Si on prend l'exemple de la finance inclusive, c'est évidemment en travaillant sur les pratiques agricoles, sur, par exemple, la régénération des sols, qu'on sera mieux préparé aux impacts climatiques et dans une certaine mesure, à la fois les bénéficiaires, mais aussi leurs financeurs seront mieux préparés. Et puis, comme le disait Pauline, travailler à tous les échelons, ça va jusqu'à l'action de l'investisseur en tant que tel, qui peut, au travers de ses rapports avec ses participations, son portefeuille de crédit ou les investissements en infrastructure dans lesquels il peut investir, peut apporter une additionnalité, faire une différence sur les impacts qui va nourrir du coup cette résilience au choc exogène. Par ailleurs, comme on est pour revenir sur la notion de la gestion des risques, aujourd'hui il y a quand même pas mal d'outils qui apparaissent sur la notion de double matérialité, c'est-à-dire comment est-ce que mon activité a un impact sur les facteurs environnementaux et sociaux, mais comment est-ce que demain le changement climatique ou la déplétion de la biodiversité met aussi mes activités en danger. Ça tombe bien, c'est totalement cohérent avec l'évolution de la réglementation. Donc, dans une certaine mesure, aller dans cette direction-là, ça permet forcément de réduire les risques et donc d'être plus résilient. Et puis, peut-être encore deux points, c'est que dans la nécessaire adaptation et cette complexité pour concilier les objectifs de rendement financier, mais aussi de performance extra-financière et si possible d'impact et de régénération, il faut aller chercher pour les programmes des coalitions multiparties prenantes qui vont réussir des acteurs privés, des acteurs publics, etc. On sait que c'est difficile, hein, même si on en a éminemment besoin. La blended finance, par exemple, a connu une année relativement noire en 2021, alors qu'on en a besoin plus que jamais pour réaliser les objectifs de développement durable. Et donc, pour nourrir ces coalitions multiparties prenantes, nous, on pense qu'il faut réunir un noyau d'acteurs autour desquels agréger les acteurs de la société civile, les investisseurs, et puis être clair et transparent sur les objectifs initiaux, de façon à pouvoir s'adapter en fonction de ces chocs exogènes demain pour que ces coalitions puissent évoluer et continuer à apporter l'impact en s'appuyant notamment sur la finance à impact. Puis dernière petite chose, pour cette adaptabilité, on voit bien qu'un des principaux leviers aujourd'hui de l'innovation, c'est l'innovation sociale. Et la recherche de l'impact, à la fois en termes d'attraction des talents, en termes de créativité, en termes d'énergie dans lequel on met. Il n'y a qu'à assister à des forums comme Convergence ou ChangeNow ou d'autres dans d'autres pays. Il y a une énergie, il y a un élan qui fait que la recherche de l'impact est aussi dans cette logique d'innovation sociale tout à fait un élément de résilience à long terme. Voilà.
Merci beaucoup, Raphaël. Jérôme, donc, impact comme ingrédient d'une bonne gestion des risques, gestion des risques pour atteindre le but ultime de l'impact. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire plus et aussi partager ton expérience? Oui, juste avant de répondre à la question, si je suis assis à côté de Raphaël, c'est parce que KPMG est aussi une société à mission. Peu de gens le savent. Hein. On pense toujours aux Big Four comme des espèces d'entités voilà, internationales et ainsi de suite, mais KPMG France a pris la décision au mois de juin de cette année de se transformer en société à mission. Hein, et pour reprendre les mots de Thierry Déaut, qui est le président de Finance for Tomorrow, ce n'est plus une société with impact, mais c'est une société for impact. Donc le but d'une société à mission, c'est effectivement d'avoir de l'impact. Et justement, l'idée derrière la transformation de KPMG en société à mission, c'était de faire shifter l'ensemble du chiffre d'affaires de KPMG, qui restera, je vous rassure, un cabinet comptable hein, et d'audit et de conseil, etc. Mais toutes les activités de conseil doivent migrer sur les 3 prochaines années. Alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est quand même l'objectif qui a été annoncé, à 80% sur l'ESG. Parce que justement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est rentré dans une économie post-libérale hein, et qu'il faut s'attaquer à tous les sujets de l'ESG, qui sont la fin de l'abondance environnementale, la fin de l'insouciance sociale, hein, et la fin de l'évidence gouvernementale avec la simple idée qu'il n'y a pas d'autre alternative. Oui, il y a une autre alternative, il y a une autre façon de faire du business et l'ESG et l'impact est là pour le montrer. Donc c'est l'ambition de KPMG France hein, de faire ce changement de chiffre d'affaires et c'est bien pour montrer et pour répondre à la question de Lucia qu'on a une conscience très aiguë aujourd'hui du risque hein, et que le risque il est bien social, il est bien environnemental hein, et que c'est là qu'il faut s'y attaquer. Mais je fais qu'enfoncer une porte ouverte hein, parce que pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans les grands groupes, ils savent très bien que leur direction des achats, elle travaille tout matin, midi et soir à sécuriser ses approvisionnements. Il y a aujourd'hui un grand article dans le journal Le Monde sur le business du sable. Le business du sable conditionne toute l'économie et les Suisses ont fait un plan sable pour faire en sorte que le sable ne sorte plus de Suisse et ainsi de suite. Donc les directions des achats sont sur la sécurisation de leurs approvisionnements. Ils ne sont pas sur une recherche de rentabilité, de trouver le fournisseur le moins cher, etc. Elles sont en train de sécuriser d'amoindrir leurs risques. Les ressources humaines, quelqu'un en a parlé, avec les mouvements de diversion de déserteurs, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, de bifurqueurs, pardon, cherchent à sécuriser leurs ressources humaines. Les directions financières cherchent à sécuriser leur financement, etc., etc. Tout le monde est en train, au sein des entreprises, de travailler sur l'ESG. Et d'ailleurs, beaucoup de directions financières ont considéré que c'était tellement stratégique qu'elles ont réintégré l'ESG dans la direction financière. Voilà, donc c'est pour répondre à ta question, oui, l'impact environnemental et social, c'est le cœur aujourd'hui du business de demain, hein, et d'où la transformation de KPMG en société à mission. Je peux apporter une réponse juste pour nourrir le débat que tu souhaitais depuis le début. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas mélanger l'impact avec la gestion des risques ESG, parce que aujourd'hui, l'ESG est éminemment décrié. Il y a un papier tous les jours sur l'ESG, c'est n'importe quoi, c'est du greenwashing, etc. Mais justement parce que c'est un objet de gestion des risques. Or, l'impact est autre chose. C'est quelque chose qui a une ambition ou un objectif transformationnel, voire de métamorphose si on pense à dans 10 ou 15 ans, j'espère, et qui va bien au-delà d'une meilleure gestion des risques, qui est franchement la moindre des choses qu'on peut attendre. Je réagis et je partage tout à fait cette vision-là. Et d'ailleurs, dans la définition collective qui avait été apportée par le groupe de place, en fait, la gestion des externalités négatives et de ces impacts négatifs environnementaux et sociaux, c'est un peu le socle de base qu'il faut bien sûr avoir. Mais voilà, l'impact, ça va au-delà. Donc il y a bien cette gestion des risques environnementaux et sociaux qui est prise en compte, mais comme un socle. D'ailleurs, c'est le principe européen du do no significant harm.
Oui, moi je veux profiter parce que je suis un peu gêné par Jérôme quand il parle du risque. Parce que enfin, moi personnellement, je pense que ce qui est fondamental, c'est on est là pour quoi et on recherche quoi. Si on est là simplement pour protéger nos propres risques, nos propres investissements, etc., eh bien, il n'y aura rien de nouveau sur la planète. Si on est là pour accompagner moi je parle des métiers qu'on fait sur la microfinance, les clients, les entreprises. Si on est là pour les accompagner, non pas avec le risque de se dire il faut qu'ils soient moins risqués pour qu'on puisse investir chez eux, non, pour qu'on les accompagne, pour qu'ils améliorent, qu'ils soient en capacité de faire face aux nouveaux risques climatiques, etc., auxquels ils vont être confrontés, pour être en capacité d'améliorer leur résilience, d'être en capacité d'être plus forts par rapport aux chocs auxquels ils vont être confrontés. On est là pour ça, mais on n'est pas là pour ça. Et ça veut peut-être dire justement qu'il faut qu'on soit en capacité de prendre plus de risques. Et de prendre plus de risques pour s'assurer que, effectivement, l'impact qu'on aura sera un impact, au final, positif. Sinon, on va être dans des situations où, dès qu'il y aura une situation trop risquée, eh bien, on va se retirer. Et le greenwashing et le impact washing, etc., c'est ça. C'est finalement, on a ces mots, on a ces beaux mots, mais dès qu'il y a le moins de soucis, dès qu'il y a, on dit, on va d'abord se protéger. Moi, je pense que ce qu'il faut rester, c'est qu'au cœur de notre analyse, c'est les clients avec qui on travaille et comment est-ce qu'on peut améliorer l'impact auprès pour qu'ils aient des conditions de vie, qu'ils aient une capacité de résister à ces chocs-là, même s'il faut prendre un peu plus de risques et même s'il faut perdre un peu d'argent. Mais bon. Capacité à résister, résilience, risque, on tourne autour du même concept. C'est parce qu'il faut pas, à la fin, il s'agit de changer les modèles d'affaires. Il ne s'agit pas de se protéger derrière un bouclier. Les directions achats, juridiques, communication, marketing, direction industrielle, elles sont là en train de changer les business models des entreprises. Elles ne sont pas simplement en train de monter des boucliers, monter des murs contre les tsunamis, agrandir le toit contre les inondations et ainsi de suite. C'est pas du tout dans cet objectif-là. C'est pas la poursuite etc. La continuation d'activité. C'est bien changer le business model qui est en train de se passer aujourd'hui pour avoir effectivement un impact environnemental et social beaucoup plus fort qu'il n'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je rebondissais sur le mot de la conférence qui était résilience d'un côté et choc exogène de l'autre. Je n'étais pas là pour faire une défense entre guillemets de l'ISR ou je ne sais pas trop quoi, mais bien pour montrer le changement qu'il y a actuellement et qu'on va tous vers une finance à impact. D'ailleurs, BNP Paribas fait des crédits à impact. Même dans les PME, aujourd'hui, on fait des crédits à impact. Donc, on demande à l'entreprise de montrer qu'elle fait évoluer son business model et en fonction de ça, on lui baisse la rentabilité de le prix de son crédit. Donc, c'est tout un mouvement de la finance qui va là-dessus. C'est pas simplement la finance dite inclusive, la vôtre, la microfinance, c'est la finance mainstream qui va là-dessus, dans l'objectif de faire changer les business models des entreprises. Et justement, compléter ce que vous dites. Donc, on ne contente pas, dans ce cas-là, tout ce qui est impact juste dans la gestion des risques, mais aussi on le met en premier, en tête de pont, quand justement on va faire des impact bonds, quand on va faire de la finance à impact, on va se dire, mais voilà, il y a cet impact qu'on veut générer, comment on va le mesurer, et est-ce que c'est un impact qui est attendu, voilà quoi. Et sachant que de plus que la plupart maintenant le grand public s'attend de tous les corporates, de toutes les grandes entreprises, à ce qu'elles génèrent de l'impact. Annoncer simplement qu'on fait tel niveau de bénéfices, tel niveau de rendement au CAC 40 et tout ça, ça ne suffit plus. C'est pas ce qui est recherché. D'ailleurs, maintenant, on voit de plus en plus d'investisseurs sociaux qui recherchent, ou impact qui recherchent justement ce point-là. Et donc, il faut justement pouvoir aussi, c'est ce que vous disiez, on change de modèle, mais ça veut dire aussi que le modèle rendement-risque, pour moi, c'est peut-être un modèle qui est un peu plus ancien et qu'on va plus maintenant vers un modèle impact,
rendement, risque, mais que pour moi, je vois plutôt une troisième jambe là où peut-être vous pensez qu'il n'y en a pas une. J'adore ce panel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci infiniment. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé. Et maintenant, à vous la chance de poser des questions. Je mets la casquette hostess. Merci beaucoup. On a un nouveau choc exogène qui va arriver, qui est la hausse des taux d'intérêt. Est-ce que vous pensez que c'est juste que les sociétés qui font de l'impact ou les institutions de microfinance, voire les clients finaux, portent cette hausse des intérêts quand c'est eux qui doivent amener le changement climatique et social? Merci. Concernant les hausses d'intérêt qui arrivent, alors, les institutions de microfinance, la plupart déjà n'ont pas accès aux dépôts. Donc elles ont besoin forcément de se refinancer via des financeurs comme nous, puisqu'elles ne peuvent pas avoir bénéficié de dépôts, puisque la plupart ne sont pas des banques. Donc déjà, elles ont structurellement cette dépendance-là par rapport aux emprunts qu'elles vont faire. Ensuite, nous, ce qu'on va regarder, le spread, la marge qu'elles vont prendre par rapport à ces financements pour pouvoir justement après proposer un prêt final à leurs micro-emprunteurs. Et donc c'est justement cette différence-là qu'elles doivent prendre qui doit être limitée, qui ne doit pas être énorme. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, et ce qu'on fait, on essaie justement, c'est ce dont on parlait avec Philippe, au niveau des SLL, c'est des Sustainability Linked Loans, on va justement favoriser, promouvoir ces institutions qui, elles, veulent générer de l'impact au niveau environnemental, au niveau biodiversité, en leur proposant des lignes spéciales qui seront avec un taux d'intérêt bien en dessous de ce qu'on pratique normalement, si elles atteignent certains objectifs. Et ces objectifs, ce seront des objectifs justement environnementaux, climatiques, qu'on pourra évaluer avec un évaluateur indépendant. Juste avant de venir ici, j'étais en réunion sur cette thématique-là, au niveau de la Fondation. J'aimerais pouvoir répondre que effectivement on soit dans un business model où on arrive à compenser ces risques-là de taux qui augmentent. Nous, à la Fondation, on a reçu une dotation du groupe Crédit Agricole, et puis aujourd'hui, on gère 100 millions d'euros, et les 50 millions du groupe et 50 millions qu'on a empruntés effectivement auprès d'autres bailleurs institutionnels. Là, on est en train de renouveler une ligne qui a pris 300 points de base presque dans le week-end, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à trouver un juste milieu entre effectivement nous être en capacité de rester avec des taux qui restent pertinents pour nos partenaires et pour s'assurer qu'eux-mêmes se retrouvent dans une situation où leurs ressources n'augmentent pas de manière significative et que cette augmentation-là, elle ne se répercute pas sur leurs clients. Et là, il y a une notion quand même de temporalité qui est assez complexe à gérer parce que c'est des phénomènes très récents. Nous, la Fondation existe depuis 2008. C'est la toute première fois qu'on est confronté à ça. On n'avait jamais été confronté à ce problème-là. Quelles sont les réponses qu'on va pouvoir apporter sur du plus long terme? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on peut espérer que les choses se stabilisent à moyen terme et faire qu'on se retrouve après à des niveaux de financement plus classiques? J'ai pas de réponse. Et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont une réponse, mais s'ils en ont, welcome. Mais voilà, donc c'est cette complexité-là. En tout cas, c'est certain que la volonté que l'on a, aujourd'hui, on a pour l'instant pris la décision de ne pas changer nos pricing dans les semaines qui viennent, mais jusqu'où on va pouvoir tenir ça, je n'ai pas de réponse. Et donc j'imagine que c'est le même type de question que les institutions de microfinance se posent aujourd'hui vis-à-vis de leurs clients et dans le contexte dans lequel ils se trouvent, quoi. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais revenir un tout petit peu sur votre discussion
sur la perspective, que ce soit l'approche par les risques, l'approche par les performances, quel type de performance, que je trouve extrêmement intéressante. Et c'est une discussion, je pense, vraiment fondatrice qui est aujourd'hui dans le débat financier. Et il y a une idée en plus supplémentaire, et c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que je ne veux pas que ce soit mal compris, mais c'est quelque chose qui existe aussi, c'est que cette transition-là va offrir des opportunités, et aussi des opportunités financières. Donc, alors, on n'a pas envie de rentrer dans cette nouvelle boucle il faut absolument être en quête du profit au détriment du reste. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que ce soit dans l'investissement dans des solutions technologiques innovantes ou dans des géants des services environnementaux qui ont vocation à gagner en valeur à l'avenir, puisqu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Il y a une valeur aussi qui est là, pas forcément une approche par les risques, mais de performance financière, au niveau des stratégies d'investissement qui est aussi intéressante. Et je voulais savoir si ça, c'est quelque chose sur lesquels il y a eu des réflexions. Est-ce qu'il y a des estimations qui sont faites sur ces potentielles opportunités? Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes pour pas justement shifter le débat vers, encore une fois, le profit, etc. Mais ça me paraissait intéressant d'introduire cette idée. Merci. Je me lance. Je pense que je vais répondre un peu à côté, mais j'essaye quand même. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des estimations, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de risque, on parle aussi d'opportunités, notamment dans les exigences de reporting qui sont en train d'être normalisées au niveau européen et international. Effectivement, ces opportunités-là, elles existent. Et on demande aux entreprises d'en rendre compte. Donc c'est quelque chose, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'il y ait un potentiel... enfin, en plus, ça dépend de quoi on parle. Il y a forcément eu des estimations sur le renouvelable, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est aussi pour ça que dans la définition du groupe de place, il y a encore une fois cette question de rentabilité. Alors, on a l'impression que j'insiste dessus. Encore une fois, ça doit être en dessous de l'objectif de performance, mais juste de considérer que, en fait, si on veut vraiment transformer les choses, on n'y arrivera que si il y a une certaine rentabilité. Donc, cette question de l'opportunité, elle doit être prise en compte. Un bon exemple pour illustrer votre question, c'est le Water Fund de BNP Paribas. C'est un fonds qui est spécialisé sur l'eau. Et je ne veux pas mal me faire de mauvais souvenirs, mais à un moment donné, BNP avait fait une publicité pour dire investissez dans ce fonds sur l'eau, vous aurez une rentabilité accrue parce que tout le monde cherche de l'eau, etc. Ça n'a pas toujours été bien compris par certaines ONG qui ont considéré que c'était une façon de spéculer sur les misères du monde, spéculer sur les gens qui n'avaient pas d'eau. Alors que le but du fonds, c'était au contraire d'investir dans des infrastructures qui amèneraient de l'eau dans les pays en voie sous-développement, etc. Donc voilà, on est tout typiquement dans faut-il effectivement investir dans le Water Fund de BNP Paribas et en retirer une rentabilité. Est-ce que cette rentabilité est-elle un profit normal ou un surprofit ? Là, c'est une question que vous me posez, c'est ça ? Oui, c'est la question qu'on vous pose dans la salle, de savoir si le fait de retirer une rentabilité financière d'un fonds à impact, est-ce que c'est un surprofit, c'est-à-dire une rente aujourd'hui ou demain, puisque c'est la question qui se pose actuellement. Franchement, sur le Waterfund, je ne connais pas bien le sujet, donc je ne me défausse pas, mais je ne pourrais pas vous répondre là-dessus, de peur de vous... Non, mais alors, par contre, ce que je peux vous dire, et pour répondre à votre question, c'est que nous, on est engagés sur des transitions. Par exemple, je pense à tout ce qui est charbon. BNP Paribas a pris des engagements là-dessus pour sortir des financements à charbon. Et les grands groupes de mining charbonniers, on les accompagne pour justement, enfin pour ceux qui veulent, pour essayer de se diversifier et d'aller vers autre chose. Et donc, on accompagne leur transition pour aller, et pas vers n'importe quelle autre chose, pour aller vers des énergies qui sont propres et renouvelables. Donc ça fait partie justement de cet accompagnement de la transition, puisque comme on va arrêter ces financements, on essaie de les pousser vers des financements d'énergie renouvelable propre. Ouais, peut-être juste aussi pour répondre, il y a eu quand même des estimations sur le financement des ODD, il y a pré-Covid, qui estimait entre 3 et 5 trilliards
par an la nécessité, enfin les besoins en financement, qui sont, si on regarde de l'autre côté, non seulement des besoins, mais potentiellement des opportunités. Je pense qu'on a loupé un énorme coche avec les taux d'intérêt extrêmement bas pour utiliser les valorisations stratosphériques et la masse monétaire créée par ces éléments pour les orienter vers le financement des ODD. Bon, il y a eu le contexte et puis certainement aussi une forme d'inertie malheureuse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les besoins sont là. On peut prendre l'exemple de la transition énergétique, mais probablement qu'il faut penser vraiment de nouveaux instruments qui, en s'inspirant par exemple de la blended finance qui était pensée initialement pour les pays en développement, mais qui est totalement applicable à nos pays également, pour utiliser l'argent public ou l'argent des fondations comme des risqueurs, comme le fait de pouvoir apporter éventuellement une prime à l'impact, comme le fait de pouvoir avoir des prêts concessionnels, c'est-à-dire à des conditions préférentielles, pour que ensuite l'argent privé les ressources privées soient orientées vers la réalisation des ODD. Merci beaucoup tous les 5. Antoine Michon, donc Mezzocrédit, et Mezzocrédit est né l'un des premiers forums Convergence. Philippe en est témoin. Je suis très très surpris parce qu'à l'époque on m'avait dit non, il faut que tu ailles voir la CIDI, il faut que tu ailles voir Cerise, et en même temps très content, c'est-à-dire que les propres structures les plus classiques que vous représentez quand même, KPMG, etc., sont complètement convaincus et nous expliquent on va continuer, on va se transformer nous-mêmes, etc. Ce qui est un grand progrès on appelait ça la mise en échelle, etc. Mais j'aimerais avoir votre vision. Est-ce que vous ne seriez pas plus efficace avec tous les moyens techniques, les équipes que vous avez, les études que vous avez, à équiper des WACOS, des microcrédits, enfin ce que vous faites, BNP en Belgique, ou des Mezzocrédits, et donc faire du développement d'échelle plutôt que de vous-même. Vous voyez la lourdeur, là, il faut renouveler la ligne de 50 millions. Je me souviens très bien de ta première ligne de 50 millions, etc. Donc refaire ce que vous aviez suggéré au début, c'est-à-dire les acteurs individuels. Il y a des entrepreneurs sociaux tous les ans qui défilent dans les groupes de travail de Convergence, qui viennent au forum, etc., et qui sont pleins même de naïveté, vous voyez, pas encore dans des débats, et qui gagnent de l'argent, qui sont toujours vivants. J'en suis la preuve. Bon. Et donc, est-ce que vous ne voudriez pas avoir plus discrètement, mais avec un effet de levier beaucoup plus important, des fonds à taxinomie, et vous mettiez les équipes au point là-dessus, la place de Paris le fait, parce que je pense qu'il faut aller plus vite. Et là, je ne sais pas que ça ronronne, mais je vous entends, nanani. Il y a urgence, vous en êtes conscient, même pour vos propres structures. Là, je suis un peu direct. Vous avez vu les fusions de banques dans le monde, il y a des nouveaux acteurs. Bon, je ne sais pas si dans 20 ans, on pourra avoir ce même débat. Donc voilà, ma question, elle est du remerciement. Vous avez les moyens, vous avez l'expérience, mais allez un peu sur des nouveaux entrants. Et notamment dans les pays développés. Moi okay. Non, alors en tout cas, en ce qui concerne BNP Paribas, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ronronne dans ce cas-là. C'est qu'on est vraiment rentré de plein pied depuis plusieurs années. Alors notamment, comme vous le savez, dans ce qui est justement l'entrepreneuriat social. Alors, en France, d'ailleurs, je vous encourage à aller voir dans un stand Act for Impact qui est là pour rencontrer les entrepreneurs sociaux, parce qu'on a un certain nombre de chargés d'affaires qui sont dans le réseau France, et pas que en France, on a aussi en Belgique, on a aussi en Italie, on a aussi au Maroc, des chargés d'affaires qui sont spécialisés dans tout ce qui est entrepreneuriat social et qui savent comment traiter ses clients, comment évaluer et pouvoir leur faire des offres. Et ça, c'est quelque chose qui s'amplifie année après année. On a des encours qui se sont développés. Je crois que maintenant en encours, on a plus de 2,3 milliards
en encours sociaux actuellement, ce qui est quand même énorme parce qu'on part, je pense qu'il y a 10 ans, on ne devait même pas être à 100 ou 200 millions, donc vous voyez, et on développe année après année. Ensuite, il est vrai que nous, on n'a pas de souci pour pouvoir s'appuyer sur d'autres acteurs quand on ne peut pas le faire. Alors, par exemple, quand on développe l'entrepreneuriat social, on s'appuie sur une banque retail, sur la banque de réseau de BNP Paribas, parce que là, on a toute la structure pour pouvoir le faire. Quand on est dans des pays où justement on n'a pas de banque de réseau, on ne peut pas faire la même offre. On peut pas, lorsqu'on n'a que des banques d'affaires, des banques d'investissement, on ne peut pas on peut pas demander à nos banquiers d'affaires d'aller servir des entreprises d'une taille de PME. C'est impossible, on n'est pas équipé pour. Donc là, on va justement nouer des partenariats ou alors financer justement des institutions de microfinance, des réseaux ou autres pour pouvoir justement, ou même via des fonds, pour pouvoir justement aller plus en avant dans ces pays où on n'a pas justement de la structure. Enfin, je laisse la parole à mes collègues, on a aussi, on a récemment, depuis 2-3 ans, on a de l'Impact Investing. Maintenant, on a toute une enveloppe qui est donnée par la direction générale pour justement aider pour rentrer dans le capital d'entreprises à impact et aussi bien dans tout ce qui est social que environnemental. Et donc là-dessus, on a une enveloppe dédiée qui nous a été donnée pour pouvoir faire mener ce genre de projet. Donc, en tout cas, moi, je dirais qu'on est plutôt dans une belle vitesse ascendante chez nous sur ces sujets-là. Bon, nous, on n'a pas du tout de mandat pour travailler en Europe, en France. Donc les choses sont très claires. La Fondation Grameen Crédit Agricole est une entité indépendante du groupe Crédit Agricole. On est sur un mode de fonctionnement très différent de la BNP. Et donc, on va dire qu'on laisse au groupe Crédit Agricole l'action d'appuyer ce type d'innovation, etc. Et j'ai aucune réponse, je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas ce qui est fait. Enfin, le groupe est suffisamment grand pour faire beaucoup de choses, mais pas forcément avec toujours la visibilité qu'il faudrait lui donner. Ils font beaucoup de choses, mais ils en parlent finalement assez peu. Mais voilà, donc voilà. Alors après, dans nos territoires à nous, c'est-à-dire les territoires qui sont, comme je vous l'ai expliqué, surtout l'Afrique, l'Asie, etc., nous, on a tous les ans, on a de nouveaux partenaires qui rentrent dans notre portefeuille. On appuie de nouvelles. On a toute une réflexion aujourd'hui, par exemple, sur l'émergence des nouveaux acteurs du financement, qui sont les fintech, qui sont aussi ce type de structure. Mais la réflexion, elle est portée en Afrique, au Kenya, elle est portée en Inde, etc. Elle n'est pas portée, elle est portée ici. Et après, je pense que c'est un secteur sur lequel il y a quand même, effectivement, il y a une urgence. L'urgence, je pense qu'elle est ressentie. Après, la difficulté, c'est la capacité qu'ont les acteurs qu'on appuie, parce que je veux dire, c'est pas nous qui faisons les choses, c'est les partenaires qu'on va appuyer, les entreprises sociales, les IMF. Et là, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces partenaires-là pour prendre en charge. Et c'est là où je rebondis sur ce qu'on avait dit, c'est que l'investissement, le financement, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et que pour passer au stade supérieur, il faut être en capacité d'accompagner ces acteurs-là avec de l'assistance technique et trouver des financements adaptés pour ce type de financement. Et là, on est confronté au financement public et aux orientations stratégiques publiques qui peuvent varier, etc. Alors nous, on a fait des choses super intéressantes. On travaille beaucoup sur l'inclusion financière des réfugiés, par exemple. Bon, voilà. Donc ça, c'est des nouveaux acteurs, des nouveaux types d'enjeux auxquels on est confronté. Mais après, voilà, on peut pas... et c'est là où je pense que, par exemple, la création du Just Institute est vraiment pertinente parce que c'est une réflexion commune que l'on veut mener avec toute une série d'acteurs sur les enjeux de biodiversité et environnementaux. Et là, je pense que ça a déjà été dit aussi sur la réflexion qu'il y a en France, c'est que ça, on ne peut pas le faire seul. Et que c'est en travaillant ensemble, à plusieurs, en réunissant toutes les énergies positives qu'il y a sur ces questions-là, qu'on pourra essayer de passer à une échelle supérieure. Mais il ne faut pas oublier que sans les acteurs de terrain, eh bien, on peut rien faire. Et que donc, c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux ces acteurs-là que ça a du sens. J'en profite pour faire un peu de publicité pour l'Impact Tank.
présidé par Agnès Saudier. Vous trouverez dans Le Monde du 4 août une tribune signée par Agnès Saudier et signée aussi par Thierry Déaut, qui se trouve être le patron de Pauline, puisqu'il est le président de Finance for Tomorrow. Et ils ont écrit une tribune pour dire qu'il était temps qu'on propose une définition commune de l'engagement sociétal des acteurs économiques, qu'il fallait qu'il y avait un manque de consensus sur ce que c'est que l'impact et comment le mesurer. Donc, pour éviter de ronronner, je pense qu'il serait intéressant que tout le monde participe aux travaux de Impact Tank pour justement avancer sur cette définition de l'impact et comment on le mesure. Je crois que c'est un appel qui est lancé haut et fort par Thierry Déaut et Agnès Saudier. Et par la même occasion, oui, j'ai cité le mot Finance for Tomorrow, j'ai dit Thierry Déaut. Tu appelles à participer aux travaux de l'Impact Tank, moi j'appelle à participer aux travaux de Finance for Tomorrow. Travailler avec Finance for Tomorrow dans le cadre de l'Impact Tank, comme vous voudrez. Voilà. Parce que je pense qu'il y a vraiment une nécessité de se mettre d'accord sur des définitions, sur des outils de mesure et ainsi de suite. L'ESG, le monde de l'ESG est en pleine réflexion là-dessus, d'une manière générale. C'était ma page de pub. Alors, bon, moi je suis quelqu'un de très humble. Non, pour dire que la gouvernance, c'est quoi? C'est la capacité. Chaque institution a sa propre gouvernance, c'est-à-dire son conseil d'administration et sa direction. Et ce qui est le message que je veux dire, c'est que tant que vous n'avez pas convaincu. Nous, on ne va pas imposer, je veux dire, la Fondation Grameen Crédit Agricole, on ne va pas imposer aux institutions avec lesquelles on travaille des orientations stratégiques. Ce n'est pas notre responsabilité. On est là pour investir, les accompagner, mais les choix stratégiques et la microfinance, mais aussi au KPMG, etc., c'est des entités, par exemple, autonomes qui ont leur propre vision, leur propre approche. Et ce qui est important, par contre, c'est de voir dans quelle mesure on peut essayer de sensibiliser ces acteurs-là, ces acteurs, ces dirigeants d'entreprise, quelles qu'elles soient. Et comme on voit apparemment qu'à KPMG, finalement, ils sont quelque part influencés, ils ont eu une réflexion stratégique par rapport au monde qui les entoure et aux choix, effectivement, un peu surprenants, mais qui permet de c'est pas l'image qu'on a de KPMG au début, en tout cas. Mais en tout cas, on est ravis, enfin moi, on est ravis de voir qu'il y a ce changement-là. Donc c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut aider la gouvernance d'entreprise, quelle qu'elle soit, à être plus sensibilisé sur ces questions-là et à prendre des mesures qui vont faire en sorte qu'au final, on pourra avoir un impact, si possible, positif. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que si vous êtes confronté, nous, ça nous arrive régulièrement, je pense que c'est aussi le cas d'Alain, quand vous rencontrez des directeurs d'entreprises ou d'institutions, ou quand vous leur parlez de biodiversité, lutte contre le changement climatique, vous avez l'impression que il ne se passe rien, quoi. C'est encéphalogramme plein. Enfin, je veux dire, et ça demande du temps, et ça demande soi-même déjà d'être convaincu de la pertinence de la démarche, et une fois que vous êtes convaincu, d'essayer de convaincre les autres. Et c'est ce qu'on essaie de faire très modestement et humblement avec ce type de rencontres, et quand nous, on est en contact sur le terrain avec nos partenaires. Oui.
Oui, mais alors je ne vais pas répondre à la place de BNP. Oui, BNP va le faire, ça, je m'engage pour eux. Alain, voilà, c'est fait. Hein, mais justement, c'est l'approche que l'on a avec les fameuses qu'on appelle les SLL, qui sont des prêts sur lesquels on a, alors pas des taux zéro, mais des taux réduits, préférentiels, on va dire, donc qui sont plus attractifs, mais pour lequel on va demander qu'il y ait certains indicateurs d'impact qui vont être suivis et mis en place. Et ça, c'est facile à dire, c'est très complexe à mettre en place. Comment est-ce qu'on définit les indicateurs? Comment est-ce qu'on va les suivre? Comment est-ce qu'on va se mettre d'accord? Enfin, je veux dire, comment on va les évaluer? Par qui? C'est des processus qui sont excessivement complexes et qui vont prendre du temps. Hein. Et je pense que la démarche est là. Je pense qu'on est... Enfin, nous, en tout cas, nous deux, en tout cas, c'est sûr, on est convaincus. Mais on sait que c'est un long chemin qui est devant nous. Je voudrais compléter, parce que là, je pense que quand vous parlez de taux zéro, attention, attention. C'est pas parce que je suis banquier que je vais vous dire ça, mais le taux, là, on est dans la finance à impact. On n'est pas dans la philanthropie. Et donc, on est justement dans un cercle vertueux et on veut montrer qu'avec l'impact, on peut générer du rendement et justement, pour faire plaisir à KPMG, dans le cadre d'un risque contrôlé. Mais il n'y aura pas, on n'est pas du tout dans le domaine de la finance du taux à zéro. On est là. C'est pas que le banquier, c'est aussi le business model qu'ils présentent, c'est la structure qu'ils vont présenter, c'est la solidité du management. Il y a tout ça, il y a tellement de prismes quand on évalue un projet. Donc, il ne faut pas se dire que c'est simplement le banquier qui peut bloquer, c'est aussi savoir si le projet en lui-même est solide. Et c'est ce que nous, en tout cas, on a formé nos chargés d'affaires justement à évaluer cela et pour pouvoir accompagner le maximum d'entrepreneurs sociaux en tout cas. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. Julien est candidat. Sinon, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions, si ça ne te dérange pas. Bonjour et merci à tous les 5. J'avais une petite demande de précision sur les Sustainability Linked Loans dont vous avez déjà parlé. Est-ce que vous avez vu sur les indicateurs, les targets ou la façon d'évaluer ces éléments un shift déjà depuis le début de la mise en place des SLL? Et est-ce qu'ils ont vraiment un sens? Est-ce qu'on peut s'y fier pour évaluer l'impact d'un projet? C'est pour évaluer l'impact d'une entreprise, plus exactement. Hein. Ces crédits sont des crédits qui sont montés, structurés, sur ce qu'on appelle des revolving facilities, hein, donc sur les lignes de crédit globales de l'entreprise ou sur le financement de l'entreprise dans sa globalité. Et je pense notamment à Total. Hein. Patrick Pouyanné a pris l'engagement il y a maintenant 2 ans de transformer l'ensemble de sa dette en Sustainability Linked Bonds, donc traduction française, en obligations liées à des indicateurs de durabilité. Quand même, ça répond aussi à votre question donc Patrick Pouyanné a pris cet engagement-là. Alors, le marché est quand même un marché naissant, donc il faudrait attendre l'arrivée de tous les objectifs à 3 à 5 ans pour voir s'ils ont été atteints, etc. Oui, à ce moment-là, on verra, mais le mouvement est lancé et je pense que voilà, c'est un pari que j'ai lancé chez Option Durable, chez Option Finance il y a maintenant 4 ans. Je pense que d'ici 2030, il n'y aura aucun endettement qui ne soit pas lié à des objectifs de durabilité. Ce sera plus possible d'émettre de la dette classique ou de faire des crédits classiques. Tous les crédits et toutes les obligations seront liés à des objectifs de durabilité. Et on verra effectivement, comme on dit, à la fin du marché, on compte les bouses. Hein, mais là, c'est encore un peu trop tôt pour en tirer des conclusions globales sur le marché, pour dire oui, ces objectifs sont forts, pertinents, ils ont fait changer les boîtes. Mais une boîte comme Total, j'ai rien avec ou contre Total, ne s'engage pas sur de genre de choses comme ça, juste pour le plaisir de faire du buzz. Hein, c'est tout le département finance qui change en même temps. Hein.
Merci beaucoup. Alain, Philippe, Pauline, Jérôme, Raphaël, merci pour vos questions. On a beaucoup appris. On a parlé d'impact, gestion des risques, on a ronronné, on a discuté. Il y a eu des beaux débats. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Et travaillons ensemble pour que la finance à impact soit effectivement pas suffisante, mais nécessaire pour un meilleur futur. Merci.